Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Plateau spécial, vous le savez, l'actualité au pays, en République démocratique du Congo, c'est ces grands orales très attendus du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est exprimé aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement congolais réunies en congrès. C'était lors du discours sur l'état de la nation. Il a passé en revue la situation politique, socio-économique et même financière de la République démocratique du Congo, pourquoi pas la situation sécuritaire. Et nous allons donc débriefer sur les discours du président de la République, un discours qui a pris 1h43 dans la salle de plénière de l'Assemblée nationale. Avec nous sur ce plateau pour débriefer justement sur les discours du président de la République, Madame Godelive Elisabeth Longi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes experte en gouvernance et chef de projet ENA République démocratique du Congo. Vous êtes également vous avez été chargée de la réforme de l'administration des finances et vous êtes l'unique femme congolaise diplômée de l'École nationale d'administration de France et aujourd'hui directrice des politiques publiques en Sciences Po de Paris. Si j'ai oublié quelque chose, un détail, veuillez l'ajouter. Non, ça va. Bonsoir. Voilà, juste à votre droite, j'ai associé à cette réflexion, à cette analyse du discours sur l'état de la nation du président de la République, Monsieur Taylor Lubanga, je préfère l'appeler professeur Taylor Lubanga parce qu'il est professeur des universités, chargé de mission du chef de l'État et point focal de la République démocratique du Congo auprès de la CPI, Cour pénale internationale, c'est ça? C'est parfait, merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, chef. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Et à ma droite, j'ai invité pour vous les directeurs généraux de l'Agence congolaise de presse. Bienvenue, Marie Bakoumania. C'est un habitué de ces plateaux. Bienvenue. Bonsoir, Oscar. Bonsoir. Et à l'extrême droite, j'ai associé à cette réflexion Monsieur Eric Nindou. Il est directeur de la presse présidentielle. C'est lui qui dirige la CELCOM, la cellule de communication, la presse présidentielle. Il a accepté, pour une fois, de répondre à nos questions après beaucoup de temps. Bonsoir Eric. Bonsoir Oscar et merci de l'invitation. Bonsoir aussi à vos téléspectateurs et à tous les orateurs de ce plateau. Merci beaucoup. Et souvent il parle peu, hein, mais je sais qu'aujourd'hui il sera avec nous. Madame Godelive Elisabeth Longi, je commence par vous. Vous avez suivi les discours du président de la République. Il a abordé beaucoup de sujets liés à la vie de la nation. C'est vraiment un discours entre guillemets bilan de l'exercice 2024. Il a pris ses fonctions le 20 janvier 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte. Il a peint un tableau reluisant, je ne vais pas dire peu reluisant, sur plusieurs secteurs parce que les lignes sont en train de bouger. Vous avez la vie, vous avez les mêmes avis. Est-ce que vous partagez ces mêmes avis? D'abord, je voulais faire remarquer une chose. C'est la première fois, la toute première fois dans l'histoire de notre pays qu'un chef de l'État parle des problèmes de l'administration publique. Nous, fonctionnaires de l'État, nous sommes très honorés parce qu'il nous a remis au centre de débat, il nous a remis à notre place et il a reconnu notre valeur. Lui, le chef de l'État de la République démocratique du Congo. Pour ça, en tout cas, je peux vous dire que tous les fonctionnaires se sont réjouis de voir que la fonction publique de demain est prise en compte. Elle est portée au plus haut niveau de la nation
par le chef de l'État. Il a parlé de beaucoup d'autres choses, questions économiques, questions de transformations que nous allons vivre les jours qui vont venir. Là, c'était pas seulement un discours bilan, mais un discours qui nous a projeté dans l'avenir. Nous voyons que nous marchons dans la modernité, nous marchons dans la transformation de la RDC et dans son évolution. Et nous allons y revenir parce que je sais, vous êtes dans votre ADN pratiquement, la réforme de l'administration publique. Professeur Taylor Lubanga, peut-être nous expliquer un peu les fondements juridiques, la justification justement de cette prise de parole du président de la République qui n'appelle même pas de débat. Merci beaucoup, Dr Oscar, pour la parole. Je voudrais ici, au complément de ce que venait de dire Madame, reconnaître toutes les qualités oratoires, la vision éclairée. Aujourd'hui, qui n'appelle aucun débat, autant son discours lui-même, parce que le président de la République a su montrer aux Congolais qu'il est chef de l'État, qu'il comprend les enjeux de la gouvernance, que son action est dans les cadres de piliers qui ont été admis par les parlements en juin dernier. Vous voulez parler des 6 engagements? Les 6 engagements du président de la République ont été les cadres conducteurs de ces actions au cours de la première année du quinquennat. Quel est le fondement juridique? Le fondement est plutôt constitutionnel. C'est que lorsque vous lisez l'article 77 de la Constitution, il est dit que le président de la République s'adresse à la nation. De quelle manière? Par des messages qu'il fait lire ou qu'il les lit, mais qui n'appellent aucun débat. C'est dire que les constitutions a imposé un devoir de redevabilité à la gouvernance supérieure du pays, en disant, nous vous confions le pouvoir, mais vous devez nous dire ce que vous faites. Et ce, année par année. Et le chef de l'État, lors du quinquennat dernier, n'a pas fait lire les messages. Il a lui-même accepté cette obligation de redevabilité personnelle verbale, en disant aux Congolais ce qu'il a pu faire, ce qu'il n'a pas pu faire, et pourquoi il ne l'a pas fait. Alors aujourd'hui, plus qu'un fondement juridique de ces discours, nous sommes là en face des missionnaires du peuple, donc des dieux, pour les peuples. Pourquoi? Parce que le président nous dit, en dépit de ces courses internationales, donc mondiales, le Congo est un exemple aujourd'hui accepté à travers le monde. Il nous dit, mais je n'ai pas pu faire ça, j'ai pu faire ceci. Je prends un exemple simple. Le débat, il va peut-être nous y amener. Allez-y, allez-y. Il dit, par exemple, le franc congolais a perdu son pouvoir d'achat de 4,2%. Mais il dit, mais malgré cette perte du pouvoir d'achat, nous avons tenu le cap en stabilisant les francs congolais aujourd'hui. Et nous avons des réalisations qu'il a données, hein, notamment les produits pétroliers qui sont à la base de ce qu'on a connu comme inflation. Mais c'est maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas pu, mais voilà ce que j'ai pu faire. Depuis bientôt... Là, il a parlé de la réduction du prix des carburants. Des carburants. Depuis bientôt maintenant 6 mois, le dollar est stabilisé. Nos réserves d'échange ont atteint plus de 6 milliards de dollars. Et je voudrais bien que les Congolais sachent, quand on dit réserve d'échange, ça veut dire quoi? Ça veut dire des sommes d'argent en espèces gardées en dehors du pays et produisant des intérêts. Parce que la notion de réserve d'échange, les gens ne la connaissent pas, ils la prennent comme de réserve dans une banque. C'est un matelas financier. C'est des matelas qui ne sont pas au pays. C'est pourquoi on appelle les réserves, parce que ce sont des sommes qui sont gardées dans une banque et qui produisent des intérêts. Il faut être Tshisekedi pour avoir... Professeur Taylor, je vais revenir à vous. Vous commencez à broder les chiffres et je connais quelqu'un parmi nous qui est friand des chiffres. C'est le directeur général de l'agence congolaise de presse. Bienvenue Marie Bakoumania. Le chef de l'État s'est étendu longuement sur les chiffres. Il a parlé des 38 000 km des routes des dessertes agricoles à réhabiliter ou réhabiliter. Il a parlé de 11 000 encore kilomètres de routes. Il veut relier le pays par voie de communication. Vous savez, souvent cet exercice est difficile pour un chef d'État d'ouvrir les livres. Et le président Tshisekedi a ouvert les livres pour sortir les chiffres. Et les chiffres, c'est difficile parce que chacun a la possibilité d'aller les vérifier. Et moi, je pense que les chiffres expriment mieux la situation de la gouvernance que les paroles. Et là, le président s'est hasardé dans cette voie
Et heureusement pour lui, il s'en est sorti parce qu'il a donné des chiffres vérifiables, des chiffres qu'on peut, et le professeur a bien fait déjà de citer par exemple les réserves internationales, 6,6 milliards de dollars. Les réserves d'échange. Les réserves internationales, 6,6 milliards de dollars, c'est 14 mois d'importation. C'est énorme. C'est pas 14 semaines. 14 semaines, excusez-moi. C'est énorme parce que dans ce pays, on naviguait autour de 2 semaines, 3 semaines d'importation. Et cela mettait une pression énorme sur l'économie. Il y avait la surchauffe sur le marché de change. Il y avait toutes sortes de surchauffes parce que simplement, il y avait cette psychose d'être en rupture des stocks. Et aujourd'hui, on peut dire que le pays est plus ou moins à l'aise sur ce plan-là. Et un taux de croissance de 6% qui est projeté, au-delà de la moyenne africaine, je pense qu'il y avait des chiffres intéressants et pour lesquels moi je reviendrai régulièrement. Bienvenue, si nous parlons des chiffres, mais l'incidence de ces chiffres sur les paniers de la ménagère, les véhicules quotidiens, vous parlez des taux de croissance projetés de 6%, vous parlez des réserves d'échange, vous parlez... mais ça doit se sentir dans la casserole. Ben écoutez, souvent c'est parce qu'on a peur d'aborder les chiffres. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est plus ou moins 150 000 km de route, 58 000 km de route asphaltée. Aucun gouvernement, quelle que soit sa volonté, quelles que soient les disponibilités financières, ne peut réaliser 58 000 km de route en 5 ans. Donc, quand un chef d'État le dit, il dit, moi je fais ma part. Hein, en 5 ans, en 10 ans, j'en ai construit 5 000, c'est déjà énorme. Et je pense que le peuple congolais ne peut vous juger que si vous vous lancez à lui expliquer que moi j'ai fait ma part parce que 58 000 km de route asphaltée, c'est impossible. J'en ai construit 5 000, le reste, les autres vont le faire. Et je pense que c'est l'exercice que nous devons habituer la population congolaise parce que là, ça permet au peuple congolais de ne pas juger de manière globale à salir le côté alors qu'il y a des choses qui se font. Ça de les dire par mauvaise foi, alors, parce qu'on ne veut pas reconnaître ce qui est fait. Non, pas nécessairement mauvaise foi. À partir du moment où, chez moi, devant chez moi, on n'a pas asphalté de route, je dirais que rien n'a été fait. Alors qu'ailleurs, hein, on a asphalté des routes, on a construit, des systèmes de distribution d'eau, des systèmes de production d'électricité. Je pense que c'est pédagogique de dire aux Congolais régulièrement que ce qui a été fait, c'est ça. On n'est pas capable de tout faire à la fois. Nous avons fait notre part et notre part peut soulager une partie de la population et une autre partie peut également attendre le moment opportun. Eric Mindou, vous avez suivi autant que nous les discours du président de la République, un grand oral, vraiment entrecoupé par des salves d'applaudissements. D'ailleurs, vers la fin, le chef de l'État, quand il a annoncé qu'il voulait conclure, l'assistance a réclamé, mais tu ne t'es pas exprimé sur la révision constitutionnelle. Et le chef en a parlé, mais en peu de mots. J'ai retenu une phrase, tout est possible à celui qui rêve, qui ose et n'abandonne pas. Comment vous avez interprété cela? Justement, Oscar, c'est bien que vous reteniez justement cette phrase qui est la phrase qui vient à la fin du discours. C'est une phrase qui vient à la fin du discours, mais qui explique en fait tout l'esprit de ce discours. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, il faut inviter nos concitoyens, nos compatriotes, congolais et congolaises, à aller lire ce discours. Il est disponible, d'abord, dans toute la presse, sur le site de la présidence. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est présidence.cd. Il y a le discours, à la fois les images, la vidéo, donc le discours du chef, que vous aussi, sur la RTNC, vous le rediffusez régulièrement. Et vous êtes à bouche autorisée parce que vous êtes les directeurs de la presse présidentielle. Absolument. Donc il faut inviter nos frères et nos sœurs, nos compatriotes, à aller suivre même ce discours. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le suivre à la RTNC radio ou télé aujourd'hui, et d'aussi se procurer le texte. Le texte est disponible sur le net, notamment sur le site internet de la présidence, et je pense que demain, d'ailleurs, la presse va le populariser. Il sera dans tous les journaux. Pourquoi il faut le lire et le comprendre à l'aune justement de cette phrase finale du chef de l'État? Parce que cette phrase, elle résume bien ce que le président Félix Tshisekedi veut expliquer à sa population. Comme disait le DG de l'ACP, il y avait un souci d'être pédagogue, d'expliquer les choses. Parce qu'on pourrait faire une litanie de chiffres. C'est un discours bilan. C'est une tradition, comme disait le professeur Louvain. C'est une tradition que chaque année, le président vient, un devoir de redevabilité, il vient devant les deux chambres du Parlement réunies,
et il dit voilà ce qui a été fait durant l'année. Discours sur l'état de la nation. Mais simplement, ce que le président Tshisekedi fait, ce n'est pas simplement le bilan d'une année, c'est mettre tout ça en perspective, dire d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Et ce que le président Tshisekedi veut faire de ce pays, c'est quoi? C'est transformer la RDC en faire un pays industriel. C'est-à-dire passer de richesse potentielle à richesse réelle, concrète, pour améliorer le bien-être des Congolais. Et c'est toute cette histoire qu'il a racontée aux Congolais aujourd'hui en leur disant on vient de là, d'une situation difficile, on est victime aussi de la conjoncture, des chocs exogènes qui nous viennent de la conjoncture internationale. La guerre au Moyen-Orient, ça fait augmenter le prix du pétrole. La guerre en Ukraine, ça fait augmenter, bon, en moins peut-être au Congo, le prix du blé et tout ça. Mais ça nous oblige... Nous avons l'alternative du manioc. Hein. Voilà, exactement. Mais il en a parlé aussi, parce qu'il a parlé notamment de la recherche scientifique qui fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Mais en fait, il dit que malgré tous les défis que nous devons relever, le Congolais est résilient. Le Congo en tant que pays est un pays résilient et on avance et il y a un cap. On sait où on va. On veut faire du Congo une grande puissance. Que le Congo se réapproprie son rôle en fait naturel. Quand vous regardez la map, c'est-à-dire une carte mondiale, vous voyez le Congo comme un grand pays au centre de l'Afrique, entouré par 9 autres pays. C'est-à-dire ça doit être un pays qui est pivot du développement de l'Afrique. Et c'est ça que le président Tshisekedi explique en disant voilà le travail que je suis en train d'accomplir avec le gouvernement, avec les forces vives, avec toute la population congolaise. On vient de là, une situation qui était difficile d'un point de vue économique, d'un point de vue sécuritaire, et on avance. Et voilà ce qu'on a déjà fait. Et là, on peut citer les chiffres. Relance, par exemple, de l'industrie du zinc, quelque chose qui n'était pas fait depuis une trentaine d'années. Avec l'inauguration de l'usine... Voilà. Travail sur la protection et l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais. Quand vous disiez tout à l'heure, cher ami, que oui, ces chiffres, mais quelle incidence dans le panier de la ménagère? Eh bien, c'est ça. Protéger le pouvoir d'achat, c'est faire en sorte, comme il a dit, on a supprimé la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sur un certain nombre de produits de première nécessité, pour que le Congolais le ressente, le ressente moins durement dans son portefeuille. Voilà des choses qu'ils ont fait. Il a parlé de la CSU, la couverture santé universelle. Il a donné le chiffre de nombre de mamans qui ont pu aller accoucher gratuitement. Comment ça a sauvé des vies, parce qu'il y avait beaucoup de morts néonatales. Il a parlé aussi de la gratuité scolaire. Il a parlé justement du nouveau cap. On a remis les fondations lors du premier mandat, c'est-à-dire on a construit des infrastructures, on a remis en selle justement assainissement de la fonction publique. Oui. Maintenant, le second cap, ça sera créer des richesses et transformer une industrie de transformation. Merci Eric. Notamment, important, je termine sur un mot. Rapidement. Vous avez vu, il a vraiment insisté sur un domaine, celui de l'agriculture. On est un pays béni par Dieu. Nous allons y revenir, Eric. On doit pouvoir aujourd'hui nourrir les Congolais. Les Congolais doivent nourrir. En une phrase, ce que je peux dire, c'est que ce discours, il résume un peu la méthode Tshisekedi. C'est-à-dire Tshisekedi, il fait ce qu'il avait dit, et il dit ce qu'il va faire. Très bien. Il a fait ou il fait ce qu'il avait dit. Absolument. Et il dit ce qu'il va faire. Voilà, nous allons prendre un extrait de cette adresse du discours du chef de l'État lors de ce congrès, n'est-ce pas? Aujourd'hui, pour cette année, c'est le président Kamere, le président de l'Assemblée nationale, et c'est rotatif. Hein? L'année prochaine, ce sera Sama Lukonde, le président du Sénat. Nous allons prendre un extrait de l'adresse du président de la République et puis on revient pour en débattre. Pour le premier grand oral de son second quinquennat, les attentes étaient grandes et nombreuses. Et l'affluence au Palais du Peuple ce mercredi 11 décembre 2024 l'atteste bien. Une mobilisation pour un rendez-vous annuel et constitutionnel devant députés et sénateurs réunis en congrès. Ce grand événement, à l'instar de celui de l'investiture en janvier dernier, a également mobilisé hommes et femmes de médias pour une visibilité grandeur nature à l'image de cette belle vue aérienne proposée lors du direct par la radio-télévision nationale congolaise. À l'arrivée de l'escorte présidentielle dans l'hémicycle, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires avant son accueil par les bureaux de 2 chambres du Parlement. Très ovationné lors de son entrée dans la salle de congrès, le chef de l'État vient faire une sorte de bilan de ses actions en 2024.
En 1h40, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue les progrès réalisés et ceux restant en suspens. Abordant l'économie, le chef de l'État a soutenu que ces secteurs en pleine transformation présentent des signes de solidité. Le pays prévoit une croissance de 6%, un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. La vie chère s'est invitée dans ses discours. Le président Tshisekedi tient à rassurer la population qu'il a instruit le gouvernement de prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des ménages. Aux Quinois et Quinois particulièrement, il affirme partager la préoccupation des embouteillages quotidiens et a instruit le gouvernement de procéder à une évaluation approfondie des mesures existantes et de proposer des améliorations dans les jours à venir. Le garant du bon fonctionnement des institutions s'est félicité de nombreux progrès réalisés, notamment dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et autres. Malgré ces progrès, a-t-il fait remarquer, la question sécuritaire demeure un défi majeur. Le commandant suprême des forces armées est convaincu que l'opérationnalisation du plan de programmation militaire rendra nos forces armées plus efficaces sur terrain. L'opérationnalisation du plan de programmation militaire lancé l'an dernier et poursuivi cette année rendra nos forces armées plus efficaces sur le terrain. J'ai la conviction que cette approche contribuera à rétablir définitivement la paix et à préserver l'intégrité territoriale de notre nation. Des décisions importantes seront prises au regard des recommandations issues des dernières missions interministérielles effectuées par les membres du gouvernement dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. La diplomatie joue un rôle crucial face aux défis sécuritaires. Le chef de l'État a fait remarquer que la RDC s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts. Dans la suite de son discours et avant de le clore, les sujets qui tenaient en haleine l'opinion et l'assistance dans la salle a été évoqué. Le président de la République soutient qu'il est temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle en raison du temps nécessaire pour l'installation des institutions. Très applaudi sur la question, le chef de l'État a bel et bien effectué l'exercice. Un exercice qui, à en croire la présente Constitution, ne donne lieu à aucun débat. Merci Guilain Kabalundi pour ces résumés. Madame Godelive Elisabeth Longi, revenons sur les aspects liés à la réforme ou réformes qui ont commencé depuis des lustres de l'administration publique, notamment au niveau de la fonction publique. Le chef de l'État parlait de 171 agents qui ont été mécanisés et 10 900 personnes sont allées à la retraite. Les choses sont allées bouger. Vous pensez que c'est suffisant pour un pays comme le nôtre? Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, il faut quand même le dire. Oui, mais il faut comprendre le problème de la fonction publique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois au plus haut niveau de l'État qu'un chef de l'État présente les vrais problèmes de l'administration et des solutions y apporter. Avec des chiffres à l'appui. Avec des chiffres à l'appui, mais je peux vous dire que par rapport à l'administration, il n'a pas tellement cité les chiffres de nos effectifs actuellement, tout simplement parce qu'il est difficile de payer des effectifs fantômes. Il a abordé le sujet. Et s'il met en exergue le recensement biométrique, c'est parce que c'est ce recensement-là qui va lui permettre d'avoir le nombre exact d'effectifs qu'il paye. Parce que vous devez savoir que quand on recrute dans l'administration publique, c'est une charge pour l'État, c'est une dépense. L'État doit savoir combien il dépense et pour qui exactement. Parce que si on doit dépenser pour les fictifs, c'est une perte, une grande perte pour l'État. Cet argent pouvait servir plutôt à financer certaines politiques publiques. Aujourd'hui, le ministre de la fonction publique, sous l'impulsion du chef de l'État, a fait de gros progrès. D'abord pour le recensement et ensuite pour les départs à la retraite. Vous savez que la réforme a commencé entre les années 2003 et 2005. Pendant le gouvernement 1+4, on avait déjà lancé la réforme. Et nous sommes en mode réforme jusqu'à présent. Et ça continue. Et ça continue. Mais ce qui est différent aujourd'hui,
c'est qu'on a touché du doigt le problème et le chef de l'État s'est engagé à les résoudre. C'est très important parce que pour faire une réforme comme celle de la fonction publique, il faut des décisions, des fois impopulaires, mais salutaires pour la fonction publique. Il a bien dit, allez-y madame. Il a bien dit, quand il était à Kisangani, quand il a parlé de la fonction publique et qu'il ne pouvait pas recruter tout le monde. Il a raison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a mis en place toute une stratégie. Il appuie sur l'économie du pays, relever l'économie du pays, créer des emplois qui vont résorber à travers des industries le chômage. En ce moment-là, il a le temps de faire la réforme et avoir les hommes et les femmes intègres. Mais à vous entendre parler, c'est comme si le gouvernement n'a pas la maîtrise des effectifs, c'est ça? Ce n'est pas un problème de la maîtrise des effectifs, non. Les effectifs sont là. Il y a des cumulards, il y a des doublons. Pas seulement les cumulards et les doublons. Tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 73, s'il vous plaît. Depuis 73. En fait, le chef de l'État hérite aujourd'hui d'une administration qui est gangrénée par certains mots qui datent du militantisme de 1973. Quand on a introduit le militantisme dans la fonction publique, c'est là que la fonction publique a commencé à dégringoler. Vous voulez dire que les partis politiques amènent des agents qu'on engage quand on parlait de militantisme? On a hautement politisé l'administration et c'est à partir de 91, 92, 93, avec le pillage, que carrément la fonction publique a cessé d'exister et il est devenu en fait le seul employeur en RDC. C'est comme ça qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on pense que là où il faut aller, c'est dans la fonction publique. Parce qu'à partir de 93, il n'y avait plus d'industrie, il n'y avait plus d'entreprises pour recruter. Avant, il y avait plus d'emplois, plus d'employeurs que l'État congolais, et l'État pouvait se consacrer à la fonction publique. Et à partir de 93, c'est là qu'on a tué un tout petit peu l'administration. Et toutes les réformes qu'on a mises en place ont eu des problèmes d'abord de maîtrise des effectifs, du recensement, de la paye, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas la fonction publique. Quand on parle de fonction publique, on voit directement les grèves. On voit Moudi. Ben oui, et on vous parle la place Golgotha, la place mythique Golgotha. On vous parle de la corruption. Attention, aujourd'hui, la corruption dans la fonction publique, c'est un réflexe de survie. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qui on paye. Et la thérapeutique pour le président de la République, il l'a souligné dans son discours, c'est l'assainissement du fichier. Il a raison de penser d'abord à l'assainissement. Quand on a assaini le fichier, ce que le chef de l'État sait, il a combien de fonctionnaires qui font quoi dans la fonction publique. Et à partir de là, on peut revoir maintenant la politique salariale. On ne peut pas continuer à payer ou mettre sur la table la politique salariale quand on ne sait pas qui on va payer et combien on va le payer. Il est vrai que le salaire est modique. Il est vrai que les fonctionnaires traversent beaucoup de problèmes, mais il ne faut pas oublier que ce sont les Aztèques, les fonctionnaires. Ce sont les prêtres de l'intérêt général. Donc ils doivent continuer à travailler. C'est comme ça qu'ils travaillent. Mais ce n'est pas une raison pour les abandonner. C'est pourquoi aujourd'hui, les fonctionnaires sont heureux de voir qu'on les a valorisés. Le chef de l'État dit qu'il a besoin pour conduire sa politique, pour conduire sa vision, matérialiser sa vision. Sa vision doit se matérialiser avec un capital humain. D'une administration publique qualifié. Et c'est très important. Comment voulez-vous qu'il développe sa politique de l'industrie? Comment voulez-vous qu'il s'occupe de l'assainissement des finances publiques s'il n'a pas les fonctionnaires? En fait, les fonctionnaires, c'est la face visible de la politique du gouvernement. C'est la face visible de l'État. Quand on vous dit que ça ne va pas, ça dit que c'est dans la fonction publique que ça va pas. Merci madame, on va y revenir. Professeur Taylor Lubanga, il y a des sujets tant attendus, mais le chef a abordé ça à la fin. Je veux là parler de plusieurs choses, de plusieurs sujets qu'il a développés dans son discours bilan, mais les sujets tant attendus par la salle, parce qu'à un moment donné, le chef a dit, pour terminer, pour conclure, l'assistance a réclamé ces sujets liés à la révision constitutionnelle. J'ai vu pas des changements, parce que quelqu'un, un professeur comme vous, m'a tiré les oreilles et me disait, mais non, pour la Constitution, on ne peut pas parler de changements parce que on ne peut pas changer totalement une Constitution. Il y a toujours des articles qui sont sauvés. Alors, je voudrais savoir, le président de la République a lancé une réflexion pour la révision de la Constitution. Quelles sont les faiblesses
de cette constitution qui nous a régenté pendant pratiquement 18 ans, la constitution de 2006. Et aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour dire que cette constitution constitue un frein pour le développement de la RDC. Merci pour la question. Je voudrais, fonctionnaire moi-même, dire un mot sur la fonction publique. Je suis professeur d'université, enseignant, chercheur. Donc la question m'intéresse également. Je suis très heureux d'être à côté d'une dame qui a de la maîtrise sur la fonction publique. Et je vous dis, madame, au-delà de l'assainissement, il faut penser à une politique salariale nationale. J'avais fait une réflexion au Conseil économique et social pour voir celui-ci mettre en place un alliage des salaires. Ça veut dire des équivalences qui pourraient encourager les gens, sinon beaucoup, à ne pas faire la politique. Parce que les gens considèrent qu'en politique, ils sont mieux payés que dans la fonction publique. C'est qui est bizarre. C'est la politique. Hein? Alors que ça devrait être là-bas, la fonction publique, qu'on pouvait sécuriser la carrière. Parce que la politique carriériste de la fonction publique, elle est celle plane. C'est le cerveau de l'État. La fonction publique, disait un professeur, c'est un cerveau de l'État. Quand on ne l'a pas, on n'a pas d'État, on n'a pas de mémoire, on n'a rien. Le gouvernement devrait s'appuyer sur la fonction publique. Et les ministères le font de temps en temps. Mais qu'est-ce qu'on déplore? On déplore parfois que les fonctionnaires n'ont pas de cœur à l'ouvrage. C'était parce que mal payé, c'était parce que recrutés sur base des arrangements politico-politiciens, avec le militantisme auquel on a fait tout à l'heure. Mais on va y revenir parce que la réflexion est importante. Il faut arriver à dépouiller la fonction publique, disons, des pharisaïsmes administratifs pour lui donner une note qui convient au profit d'un État que nous désirons, c'est-à-dire un État de qualité, un État compétitif dans un Conseil des Nations. Mais vous me posez la question, très entendu. La question qui a fait couler beaucoup, je ne dis pas de salive, hein, moi je vous dis beaucoup d'encre, c'est qu'aujourd'hui, les Congolais demandent au président de la République son point de vue sur la question au centre des débats, celle de la Constitution. Des thèses s'opposent. Il y a les révisionnistes qui disent qu'il faut réviser la Constitution tant qu'elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Donc, l'article 218. Et d'autres disent qu'il faut la changer. Ce qu'ils appellent les changistes, qui considèrent qu'il faut la changer carrément et doter les pays d'une nouvelle constitution. Quelle est la base juridique? 218 pour les révisionnistes. Mais pour nous qui considérons qu'il faut créer un nouvel État, post-acte de Berlin ou acte de Congo à Berlin, parce que très souvent on dit la conférence de Berlin. Et je comprends là où vous voulez en venir. J'en arrive. Vous êtes changiste. Je suis changiste. Oui, j'ai senti cela. Et j'explique pourquoi. L'acte dit de Berlin n'a jamais été un acte de Berlin. C'est un acte du Congo, mais à Berlin. Parce qu'à Berlin, on n'a parlé que du Congo. Mais les scientifiques ont distillé des théories révisables, discutables, pour nous dire des conférences de Berlin. Ça veut dire quoi? Dans cet acte de Berlin, il n'y a jamais aucune question de Berlin. Tout était pour le Congo. Voilà pourquoi je l'appelle conférence du Congo à Berlin. Mais de quoi est-il question? Il faut recréer l'État. Un État totalement souverain. Mais qui peut créer l'État si ce n'est le peuple lui-même? Voilà pourquoi la Constitution, sinon les constitutions originaires, moi, je commence à avoir peur, les profs commencent à donner cours. Hein. C'est intéressant. A prévu à l'article 5, qu'il est souverain, il est le seul à créer la Constitution et à la réviser. Mais il se limite lorsque, à l'article 218, il dit, parlant du constitution alors dérivé, donc le pouvoir constituant des révisions, qu'il est limité dans les matières, ce qu'on appelle les limitations matérielles. Mais la question n'est pas à ce niveau-là. La question est de savoir qu'est-ce que nous voulons et pourquoi nous le désirons. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une constitution totalement fondatrice d'un État souverain, l'État dépouillé de l'article 217, où on peut céder une partie lorsque un article de sujet à beaucoup d'interprétations. Mais lorsque l'Union africaine, qui n'a rien fait pour les Congolais, mais vous savez, l'Union africaine, nous, on a les dégoûts de l'Union africaine. L'Union africaine a des résolutions contre le Rwanda. Aucune n'a jamais été appliquée. Pourquoi nous gardons dans notre constitution des dispositions qui nous rendent redevables d'une structure qui ne nous supporte pas, qui ne nous aide pas assez? Qui parle du Congo au niveau de l'Union africaine?
Et que font-ils? Voilà pourquoi l'article 5 de la Constitution sert de base légale, de base constitutionnelle des révisions. Une constitution peut être révisée par le peuple lui-même, qui le fait directement par voie référendaire ou indirectement par voie de ses représentants. Mais pourquoi les juristes sont si mauvais, les députés et même toute autre personne que auquel le peuple peut confier le mandat? Vous savez, aujourd'hui, on s'est dit il faut réviser la Constitution. On révise quoi? En révisant cette Constitution, nous aurons des dispositions qui vont demeurer parce que les dispositions sont cohérentes. L'une en appelle une autre. Les cohérences constitutionnelles sont des cohérences ensemblières, globalisantes. De sorte que lorsque vous révisez une disposition, vous en neutralisez une autre. Parce qu'il existe des dispositions handicapantes, ou même neutralisantes. Et d'après vous, il faut complètement changer. C'est très important. Il faut créer de vraies cohérences constitutionnelles. Autrement dit, il faut arriver à un moment donné à se raccorder sur ce que nous voulons. Si nous voulons un État indépendant des vérités anti-souverainistes de l'acte de Berlin, il faut réunir les Congolais et les intellectuels, chacun dans son domaine, et cogiter sur une constitution fondatrice d'un État nouveau. Mais parce que celui qui vous dit qu'il faut réviser parce que tout est révisable, jamais changer de constitution, qu'est-ce qui va advenir? Mais nous allons là doter le pays de nouvelle constitution qui va entrer en vigueur après le mandat du président. Une nouvelle constitution qui va entrer en vigueur, en 2028. Et nous répartons à zéro. Mais nous devons qu'il y ait des républiques, chers frères. La France en est à la 5e. Où est le problème? On peut aller à la 4e. Le vrai problème maintenant des changistes que nous sommes, c'est celui de changistes. Nous sommes des changistes. Voilà. C'est-à-dire, on en arrive à l'idée que si nous sommes d'accord que les cohérences constitutionnelles sont dans une forme de concaténance ou de concaténation, ça veut dire une communication idéale en termes de dispositions qui se complètent ou même qui se neutralisent, il faut créer des vraies cohérences. Voilà pourquoi le changement aiderait mieux par rapport à ce que nous voulons. Et vous estimez que le développement de la RDC est tributaire du changement de la Constitution? Non, mais c'est Moubeko Mokonzi. C'est un problème de gouvernance ou un problème des textes que les hommes doivent appliquer? La Constitution est à Moubeko Mokonzi. Je voudrais, des jours à venir, organiser un grand débat sur le changement de notre Constitution. Parce que j'ai entendu des collègues, j'ai entendu même de non-juristes se mêler dans ces débats, dire des choses. Des politiciens du soir, j'en ai vu nombreux, qui parlent de la révision constitutionnelle, qui veulent nous donner des leçons. Comme si, mais j'aurais bien voulu, si vous le permettez, lire l'article 5. Permettez-moi, c'est juste un article de 2 minutes. Vraiment, rapidement, parce qu'on doit évoluer. Nous restons dans les discours des chefs. C'est vrai, les chefs en ont parlé. Que les Congolais lisent, mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais donner même la envoyer substance, tout simplement. La substance, oui. c'est tout simplement que la souveraineté populaire. Le peuple est souverain. Il est le seul capable de fonder l'État, capable de doter le pays des textes qu'il désire, soit lui-même, soit par ses représentants. C'est ça le fondement constitutionnel. Parce que j'ai entendu un juriste dire le changement n'est pas dans la Constitution. Il ignore le rôle du peuple. Qui sommes-nous aujourd'hui pour lier les sorts des générations futures? Mais comment croyons-nous, nous, aujourd'hui, être capables, s'il vous plaît, comment pensons-nous aujourd'hui, cette génération, être plus savants pour lier les sorts des générations futures? Qui nous donne cette intelligence, cette prétention? Voilà pourquoi chaque génération a ses problèmes. Et chaque génération peut résoudre ses problèmes en fonction de ce que s'est fait comme l'idée. Et voilà. Le chef de l'État lui-même a dit que... Pour finir cette question, Oscar, je voudrais dire que le changement répond mieux aux désirs des Congolais que la révision. Là, nous répartons à zéro. Vous avez parlé de la 5e République en France. Pourquoi pas une 4e au Congo. Voilà. Bienvenue, Marie Bakoumania. C'est une question qui divise, entre guillemets, la classe politique. La question, il faut le dire, de la révision constitutionnelle, ou même du changement, parce que... Mais Oscar, le prof échangiste... Non, juste pour dire ça, je vais laisser la parole après à mon frère, le DG de l'ACP. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important, un débat sur cette question de la révision, c'est qu'il faut le décrisper. Ce n'est pas une question taboue. Et c'est ça, c'est vraiment ce que le président a voulu dire. Il l'a redit aujourd'hui dans son discours, mais il l'avait dit récemment quand il est arrivé à Kalemi. Il a dit on doit donner, les Congolais ont le droit, et ils doivent exercer ce droit de pouvoir réfléchir à leur constitution. C'est pour ça qu'il mettra en place, au début 2025, une commission
transversale avec des interdisciplinaires, des sociologues, des politologues, des juristes, des journalistes, des prêtres, tout ce que vous voulez, des Congolais qui décident de réfléchir. Il faut réfléchir, c'est-à-dire raisonner et se dire, est-ce que ce texte, comme le dit le professeur Lubanga, ce texte qui nous régit, qui régit notre vie en commun, notre vie en tant qu'État, est-ce que ce texte, il nous convient, oui ou non? Ce n'est pas tabou, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas tabou et qu'il faut réfléchir et ne pas avoir le réflexe, excusez-moi du terme, mais le réflexe un petit peu trivial, je vais utiliser ce mot-là, d'une certaine opposition qui directement, quand on parle de constitution, ils se cabrent, ils disent non, ils vont avoir une guerre civile. Moi, ça me fait penser, en fait, comme on dit comparaison n'est pas raison, mais c'est aussi absurde de dire ça que de dire que, par exemple, parce qu'il y a ceux qui aiment, par exemple, Vita, ceux qui aiment Imana, alors on doit interdire les matchs Vita-Imana parce que les gens vont se battre. Non, les gens peuvent être passionnés par leur club de football, mais les matchs peuvent se passer. Donc, on peut être passionné sur la question de la révision ou pas de la Constitution, mais on doit pouvoir aborder. On est Congolais et on a le droit d'en parler. Et c'est ça, c'est ce débat-là que le chef veut lancer dans la société. Et ce n'est pas un débat qui le concerne, son mandat d'ailleurs. Il l'a bien dit puisque les articles verrouillés ne sont pas concernés par cette révision. Bienvenue Marie. Oui, écoutez, moi je pense qu'il y a une phrase du président de la République qui résume tout. Il a dit que le pays est dans la diversité, mais cette diversité doit être un facteur de cohésion. Et je pense que cette phrase démontre à suffisance que les Congolais ont le droit de se chamailler. Moi, je préfère utiliser ce terme-là, de se chamailler sur la révision ou le changement de la Constitution. Mais le plus important pour les Congolais aujourd'hui, c'est de dire il y a plus ou moins 5 millions de Congolais qui ont acquis d'autres nationalités. Est-ce qu'il faut les laisser au bord de la route comme on le fait actuellement? C'est une réflexion qu'on peut engager légitimement et personne ne peut nous empêcher de dire nous avons des valeureux fils, des valeureuses filles du pays qui ont des compétences et qui sont compétitifs à l'extérieur. Pourquoi est-ce que nous leur imposerons cette... Pourquoi se priver de ces talents? Oui, cette charge-là d'acheter un visa à l'aéroport d'Indjili. C'est privé. Les visas aéroportuaires. C'est vraiment ridicule pour les Congolais chaque fois de voir que des patriotes, des compatriotes, on est de la même famille. Moi, je peux rentrer au pays et mon frère à côté, il est en train de chercher un visa pour entrer dans son pays. Donc, une question pareille. Donc, la question des doubles nationalités peut être résorbée dans la nouvelle constitution ou dans la constitution révisée. Évidemment aussi, l'article 217 qui fait problème parce que tous les patriotes estiment qu'on ne peut pas faire des cadeaux à l'Afrique et le professeur l'a expliqué avec brio. On ne peut pas faire des cadeaux aux gens qui prennent des résolutions qui n'ont jamais été appliquées et qui caressent même dans le sens de poil celui qui vient annexer pratiquement des pans entiers de la République. J'ai cité le Rwanda. Ces dispositions doivent quitter notre Constitution. Si ça ne peut pas quitter par voie des révisions, nous passerons à la voie des changements. Et ici, et le président est encore plus clair, je voudrais bien le citer, mais je le cite de mémoire, il dit qu'il faut engager une réflexion nationale. Cette réflexion nationale, ça veut dire que la SENCO, elle va venir donner son point de vue, les journalistes viendront donner leur point de vue. L'opposition républicaine. L'opposition dans son ensemble. Dans son ensemble, on ne peut pas exclure tout Congolais a droit. Tous les Congolais, ils ont le droit de donner leur point de vue. Et ce point de vue, dans la diversité évidemment, qui doivent être un facteur plutôt de cohésion. Et les chefs, quand ils disent facteur de cohésion, c'est également facteur de développement. Parce qu'on ne peut pas être en cohésion si on est dans la pauvreté. Si on est dans la pauvreté, il y a toujours considéré que les uns sont mieux servis par l'État que les autres. Et je pense que la question constitutionnelle, c'est une question fondamentale parce que... Qu'on ne doit pas éluder dans les débats, dans les échanges. Tout passe par là. C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. C'est même la vivacité. Oui, madame, allez-y, vous voulez compléter? Comme l'a dit Eric Nidou, que c'est pas un sujet tabou. Et moi, j'ai apprécié la sortie du chef de l'État quand il a abordé le sujet. Il laisse
aux Congolais de débattre, de discuter. Ce n'est qu'une réflexion. Je ne suis pas changiste, mais je suis quand même réformiste et légaliste. Donc, ce qui fait que moi, je prends la dimension élévation. C'est-à-dire qu'on va réformer, mais réformer pour s'élever. Aujourd'hui, tout le monde a sa position concernant la révision de la Constitution. Qu'est-ce qu'on dit du choc des idées? Jaillit la lumière. Donc, on doit laisser les gens parler, chacun défendre sa position, et ça va permettre aussi au chef de l'État de suivre les débats et de se faire une idée. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui ont raison ou bien qui ont tort, parce que bien sûr, il y a des articles qui mettent mal à l'aise. Par exemple, pour la réforme de la fiscalité aujourd'hui, il y a des revenus qui ont été cédés avec la Constitution de 2006 aux EAD, qui posent problème aujourd'hui, qui mettent en mal la réforme sur l'IRPP, l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Parce qu'il y a l'impôt... Oui, non. Certains revenus qui ont été cédés aux provinces... De l'impôt foncier ou bien de la rétrocession. Revenus locatifs et impôt foncier. Et la vous voyez vignette. que... Non, pas la vignette. Je parle du revenu. Donc, vous voyez que on est dans une réforme de l'impôt global, mais il y a des revenus qui échappent. Là, au moins, on peut trouver une solution sans mettre mal aussi les provinces, parce que les provinces ont besoin de revenus. Là, ce sont des réflexions qu'on doit mener. Il faut des études. Il faut voir ce qui va, ce qui ne va pas. On ne va pas se lancer dans une révision, dans un changement comme les changistes, sans évaluer. Oui, c'est ça, je suis réformiste, je commence par une étude d'impact. Quand je vais réformer là, qu'est-ce que je vais avoir de l'autre côté? Est-ce que je vais créer des problèmes? C'est ça, en fait. On ne doit pas avoir peur du débat. On ne doit pas aussi museler les gens. Il faut laisser les gens parler calmement. Chacun a ses idées. Et au finish, le chef de l'État va se faire une idée de ce qu'il veut exactement par rapport à sa propre idée déjà. Nous allons parler de notre sujet. Merci beaucoup. Nous sommes étendus longuement sur non, c'est pour dire seulement, excusez-moi, qu'il ne faut pas cuire le chef de l'État dans sa propre sauce. Il sait là où il va. Oui, je voudrais donner un tout petit détail par rapport à cette doctrine changiste, par ailleurs. Je suis réformiste et légaliste. Qui est une doctrine nouvelle qui vient de naître ce soir. Cette doctrine changiste, nous la considérons totalement cohérente en raison des finalités. Parce qu'une chose, c'est de vouloir un objectif, de vouloir plutôt un résultat, mais l'autre, c'est de savoir comment y arriver. Si nous voulons de l'élévation, il faut alors créer des cohérences. Or, en révisant, nous allons neutraliser d'autres dispositions qui sont les réponses aux autres dispositions. C'est pourquoi inculquer, sinon incruster un esprit cohérent nouveau dans un corps constitutionnel complet, sinon totalement national, pour ne pas dire fait par les Congolais eux-mêmes, nous permettrait de résoudre toutes les questions que vous avez dit. Alors je suis content... Est-ce que ce n'est pas prématuré? J'arrive. Non, mais il y a un débat. Parce que dans un débat, on amène quelque chose. Je suis très heureux que vous ayez dit qu'il faut de l'évaluation. Voilà pourquoi cette commission va d'abord évaluer les cadres constitutionnels actuels. Là, ça nous met à l'aise. Bien sûr, on ne peut pas se mettre à dire changeons les constitutions. Non, mais pourquoi on la change? Parce qu'on l'a évalué, on l'a évalué et elle ne répond plus. Ou elle ne répond pas, ou elle n'avait jamais répondu à telle ou telle question. Mais là où j'étais plus heureux, c'est d'entendre madame pas d'impôt sur le revenu, et là je suis d'accord. Parce que la vignette est un impôt réel. C'est un impôt sur la chose. Hein, c'est-à-dire ça frappe le bien indépendamment de son propriétaire. Donc le véhicule, que vous soyez de l'État ou qui, vous devez payer l'impôt, ça vise la chose. Mais l'impôt sur le revenu, donc l'IRL par exemple, sur le revenu locatif, cet impôt avait été conçu dans sa réforme de 2006, de 2012, comme pouvant être attaché à l'impôt foncier, qui est un impôt réel. C'est ainsi que les détachements des impôts sur les revenus, on a pensé les confier aux provinces dans l'idée de les fusionner. Parce que j'ai été parmi les experts de la fiscalité en 2012 sur ces questions de réforme. Et l'idée était de pouvoir les mettre ensemble en se servant du cadastre foncier, pour dire qu'on peut davantage dénombrer et même identifier les locataires en se servant des propriétaires des maisons par les cadastres. Et cette collaboration dans notre pays a beaucoup fonctionné. Yes. Et ça a été ça, ce détachement a été jeté par ça. Et pour finir, Oscar, nous voulons refonder l'État. Refonder l'État signifie réfléchir, élaborer un texte cohérent qui permet
à notre État de quitter tout ce qu'on décrit aujourd'hui. Comme disait mon professeur Mboyo qui est décédé. Personnel. On ne peut pas aujourd'hui imiter les Français et les Belges dans leur constitution et dans ce qu'ils font. Nous avons nos problèmes. Nous devons réfléchir sur la manière de les gérer en mettant en place des lois authentiquement congolaises. Donc c'est une constitution de l'État. Authentiquement. Non, je ne veux pas ce débat. Non, je n'aime pas le débat. Je n'aimerais pas qu'on nous... Revenons sur le discours du chef d'État. Merci. On va revenir. Je suis contre... Au moment opportun, on va en parler parce que nous, Congolais, nous avons tendance chaque fois à nous rabattre sur l'étranger, sur celui qui était là avant. Non, à un moment donné, nous devons vouloir des choses par nous-mêmes. C'est-à-dire que nous voulons reviser nous voulons reviser la Constitution, point barre. Merci, il n'y a pas de justification. Nous voulons reviser parce que il y a des raisons que nous avons, qui nous poussent. Voilà. Ce n'est pas qu'il faut rattacher au colon, qu'il faut rattacher toujours cette nostalgie-là, mais on a déjà coupé le cordon ombilical. Je pense que ça poserait un problème. Oui, on va y revenir. C'est notre constitution. Aujourd'hui, on va évoluer. Merci, madame. Pourquoi? Pour rendre l'État plus efficace. Plus efficace, parce qu'on trouve que le texte ne nous rend pas plus efficace. Merci, professeur. On va reviser. Merci, bienvenue. Je suis heureux. Au moins, on s'entend sur les limites. Le président de la République a abordé notre sujet dans son discours sur l'état de la nation. C'est notamment celui lié à l'agriculture. L'agriculture qu'il considère comme état un levier de la croissance. Il a fait allusion notamment aux semences qu'il a accordées, aux équipements, au matériel agricole qu'il a mis à la disposition, que le gouvernement a mis à la disposition justement du pays pour relancer cette agriculture. Il a fait aussi une mention spéciale au service national avec ses 5000 hectares. Bienvenue Marie. Écoutez, le travail qu'abat le service national, c'est un travail appréciable. Non seulement il convertit des anciens Koulounas, des bandits, aujourd'hui en bâtisseurs. C'est un travail de grande qualité, c'est un travail qui permet de donner de l'espoir à la jeunesse congolaise. Mais le président, il a parlé des 30 000 semences qui sont données aux agriculteurs, et il a également parlé de la production animale et halieutique. Et vous savez, il y a des lacs au Congo comme le lac Tanganyika où on trouve des poissons qui meurent de vieillesse. Il y a 750 espèces de poissons. Oui, franchement, et d'ailleurs, il a dit également que 8 bateaux de pêche industrielle étaient arrivés, qu'il restait seulement des problèmes de questions administratives pour que ces bateaux puissent être déployés à la Chopo, au Tanganyika et à Kinshasa. Donc vous vous rendez compte que demain, on peut arriver à un point où les importations, j'ai dit en passant que nous consacrons 2 milliards de dollars pour importer du purdi, des chinchards, des cuisses de poulet et tout ce que vous voulez. Demain, il est possible, et le chef de l'État l'a dit également, il a insisté qu'on peut nourrir non seulement le pays, mais on peut également nourrir des pays voisins de la République démocratique du Congo, puisque le pays est à vocation agricole. Et aussi... là, c'est dans le cadre de la diversification de l'économie. Là, il en a parlé. Et aussi dans les cadres de la République démocratique du Congo, où on a une jeunesse dynamique. Cette jeunesse ne demande qu'à aller dans le travail de l'agriculture, parce que les mines, des jeunes sont aujourd'hui administrateurs de groupes WhatsApp, ils sont plus dans ces choses-là, alors que aujourd'hui l'agriculture peut permettre aux jeunes de devenir des millionnaires. Aux États-Unis, les grands millionnaires sont parmi les fermiers. Il faut cette culture-là à la jeunesse. Le chef de l'État a également parlé de l'encadrement des éleveurs. Il faut les encadrer, les professionnaliser. Et là, on retrouve dans le budget national la part en 2025. La part bienvenue, on ne va pas tout terminer aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets. Bien sûr. Bienvenue, merci. On va terminer. Je pourrais peut-être 30 secondes rapidement. 30 secondes pour dire que les routes et également la réhabilitation, l'aménagement plutôt des voies navigables, 11 432 km de voies navigables permettrait à ce que la production puisse arriver au centre de consommation. Voilà, c'est ce qui nous manque, les voies de communication. La production se fait à l'intérieur du pays, mais comment acheminer tous ces produits
vers les centres de consommation. Il n'y a pas de route et le chef de l'État se bat pour réhabiliter les voies de communication. Eric Nindou, nous allons terminer. Nous sommes à Kinshasa. Je ne sais pas dans quel coin de la ville vous habitez, mais si vous n'avez pas quitté avant 5 heures ou avant 6 heures, vous serez coincé dans... À 6 heures juste. Je me réveille à 4h30. Là, c'est Madame Godelive Elisabeth Longi. Oui, 4h30. Le chef d'État fait mention des embouteillages. Il a demandé d'évaluer justement les mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Et je pense toujours chaque matin à toutes ces dames qui se réveillent très tôt matin, qui réveillent leurs enfants, qui ne dorment plus, parce que toute la journée, les enfants sont sur la route et doivent se réveiller très tôt matin, les envoyer à l'école. Mais je me demande ce qu'adviendront ces enfants demain. Parce que c'est vraiment... Et même notre production, nous, en tant que fonctionnaires, qu'est-ce que nous allons donner à l'État? Parce que nous passons plus de temps sur la route. C'est un problème réel et qui demande vraiment beaucoup de réflexion. J'ai vu que le ministre, le vice-premier ministre, ministre du Transport, a essayé quelque chose, l'alternance, mais il faut aussi que le Congolais s'implique. Ce que nous voyons sur la route, ce n'est pas l'État. C'est nous, Congolais. Manque de civisme, manque de discipline et manque de courtoisie. Hier, j'ai failli cogner un Wewa, un motard, qui m'a coupé la route. Pour une raison ou une autre. Peut-être qu'en faisant les bandes de motards, qu'on les enlève de la chaussée, voilà, ils vont rester sur la route, mais pas sur la chaussée des 4 roues. C'est très dangereux pour eux et pour nous. Donc on doit résoudre ce problème de transport parce que ça nous empêche de travailler. Moi, j'amène le travail dans ma voiture. Donc, vous avez votre ordinateur? J'ai mon ordinateur, je travaille et j'ai des problèmes avec mes yeux aujourd'hui parce que je travaille dans le noir avec la lumière de l'ordinateur dans la voiture. Hier, je me suis tapé 3 heures, 4 heures de route. Donc, j'ai pu traiter 3-4 dossiers. Et quand j'arrive à la maison, je ne sais pas m'occuper de ma maison. Et le lendemain, je dois être debout à 4h30. Donc, c'est voir ensemble, nous d'abord, Congolais. Comme je l'ai dit au début, il y a des décisions qui peuvent être impopulaires, mais salutaire pour la population. On essaye d'explorer cette partie, ce côté-là. Et les chefs de l'État lancé la réflexion. Comment enlever le Wewa de la chaussée, créer les bandes de Wewa ou de motards et laisser les véhicules circuler comme il faut. Et aussi discipliner les agents de l'ordre. Moi, j'assiste à des spectacles, de fois, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous voulez parler des Mbote à l'Ikasu? Oui, les Mbote à l'Ikasu, je comprends qu'ils ne sont pas bien payés, mais qui se tranquillisent. C'est tout le monde qui n'est pas bien payé. Il n'y a pas que les agents qualifiés. Mais à partir du moment où tu es agent de l'État, parce qu'ils sont aussi agents de l'État, ils ne peuvent pas nous donner ces spectacles-là. Donc parfois, certains embouteillages, c'est eux qui sont à la base. Oui, c'est eux qui sont à la base. Ils cautionnent beaucoup de choses. Et aussi, ils laissent certaines choses par peur. Eric Nindou, le président de la République. Parce qu'ils ne veulent pas être agressés par les Wewa après et tout. Ils ont le temps de fermer les yeux. Mais il faut qu'ils nous aident parce que le développement du pays, de l'économie du pays, dépend aussi du confort qu'on peut donner à la population. Problématique des embouteillages. Non, mais bien sûr, c'est ce que Madame a dit, elle a tout à fait raison. C'est que ce n'est pas un problème simplement de confort personnel, hein, pour certains, parce que certains profitent de cette voie, ces nouvelles voies, par exemple, de sens unique. Mais c'est un problème vraiment qui touche à la productivité même du pays, comme vous l'avez dit, parce que les gens sont obligés de quitter leur travail plus tôt, et puis aussi à la santé des enfants. Les enfants qui se réveillent à 4 h du matin, problème de sommeil, des troubles de sommeil. Et c'est pour ça que le chef d'État s'est emparé de ce sujet. Mais c'est qu'il ne s'empare pas de ce sujet simplement aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas le 11 décembre 2024. Il en a parlé déjà 4 fois auparavant dans les communications du chef de l'État le vendredi lors du Conseil des ministres. Oui. Et c'est pour ça, c'est quelque chose qui le tient à cœur parce que le bien-être de sa population l'interpelle. Il se dit, il faut que mon peuple vive bien dans une mégalopole comme Kinshasa, 20 millions d'habitants, dit-on. Hein. Il faut pouvoir gérer ça. Il n'y a pas assez de routes. Il faut réparer les routes, en construire sans doute d'autres, réhabiliter les routes de déviation. Tout ça, c'est un travail qu'il faut... Mais en attendant, c'est discipliné. Non, mais c'est un travail qu'il faut prendre à bras le corps. Allez, il faut réfléchir. Ça, il a lancé la réflexion. Non, il n'a pas lancé une réflexion. Il a donné des instructions. Il a donné des instructions pour qu'on fasse quelque chose. Quelque chose a été tenté, quelque chose de réfléchi. Maintenant, on doit l'évaluer et
trouver des solutions. Et on ne travaillera que comme ça parce que c'est un problème qui est devenu un problème de vie quotidienne pour de nombreux Congolais. Taylor Lubanga, je vais terminer avec vous, professeur. Je sais que oui, merci. Il y aura quelque chose à dire aussi hein, concernant le discours, avant de donner la parole bien sûr au professeur. Ce qui est intéressant quand vous voyez justement l'économie de ce discours, hein, la façon dont ce discours, sera votre conclusion. Bien sûr, a été rédigé, comme je l'ai dit. Le chef nous donne un récit qui part du constat de où nous en étons, où nous en sommes, pardon, hein, dans le pays, et qui nous conduit où nous devons aller, où il veut amener le pays, c'est-à-dire faire du Congo un grand pays industriel, c'est-à-dire transformer localement nos matières premières, ne pas rester simplement dans une économie d'exploitation minière. C'est pour ça qu'il parle tout le temps de la revanche du sol sur le sous-sol. Nous sommes avant tout une puissance agricole qui ne se connaît pas et qui doit devenir effective. Mais le chef n'est pas simplement resté dans ce domaine, si on peut dire, à la manière marxiste, de façon matérielle, en parlant d'industrie, d'économie. Il a abordé un petit chapitre dans ce discours, que vous l'avez certainement remarqué, vous qui avez cette fibre littéraire, cher Oscar, quand il a parlé justement de la culture. Il parle à un certain moment de la culture, il parle du sport, de ce qui fait que nous sommes aussi fiers d'être Congolais. Vous savez, il a même annoncé l'inauguration du centre culturel. Absolument, il a annoncé cette inauguration. C'est pour dire que, au-delà, je veux dire, du travail, de la production économique, il y a aussi un narratif qui doit nous rassembler tous, nous unir tous, faire la cohésion justement sociale de notre société. C'est ce qu'on raconte sur cette nouvelle image du Congo. Le Congo nouveau, la renaissance en quelque sorte, le renouveau du Congo. Et c'est pour ça qu'il a aussi parlé des médias, en parlant notamment de l'ACP, de la RTNC, qui ont fait énormément d'efforts au niveau de leur... Pardon, vous dites ? Qui nous donne de belles images. Absolument, qui ont fait énormément d'efforts au niveau de la technique. Au niveau de la technique. Merci madame, ça nous va droit au cœur. Mais c'est une responsabilité. Ces remerciements cher Oscar, de l'équipe dirigeante. Cher Oscar, c'est une responsabilité pour les médias et pour tous les acteurs justement de ce monde médiatique, hein, un monde médiatique qui est bouleversé. Vous avez parlé tout à l'heure, il n'y a pas que les médias classiques tels que la télé, la radio, les agences de presse, il y a aussi aujourd'hui les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais nous tous, nous devons raconter cette histoire du Congo qui est en train, à marche forcée, de se transformer. En quelque sorte, le président voulait dire bien faire les choses et le faire savoir. C'est à nous de le faire savoir que les choses bien sont en train de se faire. Il faut un accompagnement citoyen au niveau des médias. Professeur Taylor Lubanga, je voudrais qu'on termine avec vous. Peut-être en abordant, je voulais avoir votre commentaire. Le chef d'État ne s'est pas longuement étendu là-dessus, mais il a parlé de la question sécuritaire tout en félicitant son homologue président Joao Lourenço pour le travail qu'il fait dans le cadre du processus de Luanda, fait de ramener la paix au pays. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Vous avez été à la CPI, vous êtes rentré au pays, vous êtes le point focal de la RDC, et le chef de l'État revient, il se bat bec et ongle pour que la paix revienne au pays. Non mais merci beaucoup. C'est l'occasion de rappeler les efforts de Mme Wadner, la ministre d'État des Affaires étrangères, qui a bâti un travail remarquable en relevant les incohérences du Rwanda sur son narratif généralement mensonger et même constamment mensonger. Il faut reconnaître les efforts diplomatiques qui ont accompagné, disons, les fronts militaires. Mais toujours sur le plan diplomatique, le volet judiciaire a permis aujourd'hui la couverture des enquêtes, parce que lorsque le président de la République reçoit le procureur Karim Khan, le 1er juin 2023, il lui dit clairement, monsieur le procureur, on est fatigué de la CPI. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que dans d'autres régions, lorsqu'il y a des petits problèmes, soucis, vous lancez des mandats, mais chez nous, tout ce qu'on vous dit, tous les rapports qui existent, vous les rangez bien dans vos armoires et rien n'est fait. Et là, il me charge d'une mission auprès de la CPI pour pouvoir faire le suivi de cette opération. On en est arrivé le 14 dernier, octobre dernier, à la décision salutaire pour les Congo, la réactivation, la rouverture des enquêtes, pour les crimes commis. Lors de la 32e session, justement, 23e. La 23e, pardon. Commis à la RDC. Et à la 23e session, lorsque j'ai pris la parole, j'explique également au nom du pays que nous n'allons pas aujourd'hui laisser les criminels continuer à endeuiller nos populations, les enfants en séparation de leur génitaire,
et qu'il nous faut vraiment des enquêtes. La Cour a pris la question sérieuse, beaucoup d'avancées sont signalées et je pense que les choses iront très mieux. Alors enfin, vous avez demandé de la défense. Oui. La défense, oui, aujourd'hui, la loi de programmation militaire, le président a promis qu'il faut l'opérationnaliser et il le croit qu'avec cette nouvelle loi, nos forces sauveront, protégeront et défendront le pays. Et pour être beaucoup plus pédagogue, je voudrais rappeler les Congolais, comme l'a dit l'éditeur Nguindou et l'éditeur général de la CP, qu'il ne faudrait pas éluder le débat sur le devenir du pays. L'État, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus, ce n'est pas des personnes qui se considèrent spéciales, c'est tout le monde. Nous devons discuter sur les questions essentielles. Nous n'allons pas laisser planer l'idée que nous sommes le seul à connaître ce qui viendrait 100 ans après. Quel pouvoir avons-nous de dire que dans 150 ans, dans 1000 ans à venir, il n'y aura que 2 mandats et 5 ans? Ce n'est pas le débat. Mais le débat, c'est que, est-ce que ce que nous pensons, ce qui eût été pensé aux accords de Sun City, soi-disant pour mettre fin à la belligérance, devrait être constant. Professeur ne Taylor, peut pas, s'il vous plaît, ne peut changer. Rapidement, nous sommes Alors enfin, voilà pourquoi j'ai dit, pour revenir sur des questions, nous qui disons directeur Oscar, les états généraux, c'est primordial pour le pays. Rapidement, parce que nous sommes en terminé, on aura une autre émission. C'est primordial pour le pays de dire toutes ces questions. Qu'une révision risque de nous éloigner des objectifs réformateurs. Il faut inculquer une logique idéale dans un nouveau corps constitutionnel. Je pense qu'il faudra une campagne de sensibilisation au niveau de la population pour les aider. Mais quant aux États généraux, nous sommes contents des résolutions. On va y revenir, ça c'est vraiment toute une autre émission. Merci beaucoup. En 30 secondes, on termine, professeur Taylor. Quelque chose. 30 secondes, vraiment, le président de la République a remercié la SADC et j'ai noté que le président n'a pas remercié une autre organisation qui avait accompagné pratiquement. Vous voulez parler de l'EAC? C'est vous qui l'a cité, qui avait pratiquement accompagné les 1-23 pour s'installer dans le pays. Voilà, c'est votre constat, j'espère. Peut-être que le chef, compte tenu de l'économie du temps, il aurait pu aller très loin. Je ne veux pas parler à sa place. Nous avons tous suivi son discours. Ces discours n'appellent pas des débats, surtout au niveau du Parlement. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Un discours que l'on peut taxer, un discours qui redonne espoir, en fait. C'est un discours d'espoir. C'est pour dire que malgré la vie difficile et parfois, très difficile de nos compatriotes, il y a un espoir parce qu'il y a un chemin. Et c'est ce chemin-là que le chef d'État a tracé. Il trace un cap. On avance, on va développer ce pays, on va industrialiser ce pays. Des choses sont en train de se faire. C'est parce que souvent, vous voyez, avec la grandeur du pays, quand on construit des routes à Katakakombe, à Aru, quoi, le Quinois ne le sait pas toujours. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que c'est important, en dressant ce bilan, il donne le nombre de kilomètres de routes qui sont construits, le nombre, par exemple, on était impressionnés d'entendre le nombre de centrales solaires qui vont être construites. Déjà cette année en 2024 et puis l'année prochaine en 2025. Ça veut dire pouvoir fournir de l'électricité à notre population. C'est important. Les choses avancent et il ne faut pas entendre cette musique parfois un peu décourageante des gens qui disent « rien ne va, rien ne va ». Non. Rien ne se fait. Madame, messieurs, vous avez compris que c'était un discours très riche, un discours magistral. Je suis obligé d'arrêter... responsable en même temps, merci madame. Je suis obligé d'arrêter basé sur le réel. Cet échange. Par ici, Eric Nguindou, Madame Godlive Elisabeth Longi, Professeur Taylor Lubanga, bienvenue Marie Bakoumania, directeur général de l'ACP. Mesdames et messieurs, nous vous disons sincèrement merci d'avoir participé à cet échange, à ce débrief sur les discours, sur l'état de la nation, prononcé ce 11 décembre 2024 par le premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un discours bilan, un discours d'espoir pour prendre le terme d'Eric Nguindou. Espérons vous retrouver dans d'autres tribunes pour aborder d'autres sujets qui n'ont pas été examinés lors de cet échange. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps.
Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.